comment on fait pour que notre CV soit choisi? Déjà, on postule pas partout. Ça veut dire qu'il faut en faire moins, mais ça veut pas dire que vous devez passer 10 heures à construire une candidature. Je suis une fan de LinkedIn. Non, apparemment, pimper son LinkedIn peut multiplier par 3 le taux de contact direct avec un recruteur. Si vous voulez vraiment attirer un maximum d'opportunités, soyez actif sur LinkedIn. La capacité à communiquer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Ça doit être valorisé, ça. Mais bien sûr. Est-ce que les recruteurs vont jusqu'à checker nos réseaux sociaux? Certains, oui. Aller à l'étranger, aujourd'hui, c'est le minimum de parler anglais. Est-ce qu'aujourd'hui, les soft skills sont peut-être même plus importants que les diplômes en tant que tels? Oui, je dirais même carrément. Ouais. Drift, un podcast soutenu par D-Labs où celles et ceux que nous suivons au quotidien racontent leurs déclics. Si tu cherches un job en 2024, ça veut dire envoyer en moyenne 40 candidatures, soit près de 25 heures à personnaliser chaque CV, et chaque CV et chaque lettre. Et pourtant, 30 d'entre eux finissent probablement à la poubelle sans jamais avoir été lus par un recruteur. Donc 25 heures pour que ça finisse à la poubelle. Mais aujourd'hui, on est avec la job setteuse qui va nous décrypter comment on peut contourner ce système-là et finalement avoir le job, le stage de ses rêves. Bonjour, merci d'être au micro de Drift. Alors, merci. Déjà, Bonjour, Colline, je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Je me suis emmêlé les pinceaux tellement. En tout cas, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Je t'appelle la job setteuse parce que c'est ton, on va dire, nom, mais tu t'appelles Marie-Christine. C'est ça. Si vous voulez la suivre sur les réseaux sociaux, c'est la job setteuse d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, de toute façon je vous ai mis le lien de l'Instagram dans la description du podcast si vous l'écoutez en format audio et format vidéo dans la description YouTube. Donc qui tu es, explique-nous un peu ton expérience, comment t'en es arrivé finalement à faire ce compte que tu as là aujourd'hui et à mobiliser autant de personnes autour de ce sujet-là. Alors, donc pour la petite histoire, déjà pour me présenter, donc Marie-Christine, effectivement, comme tu l'as si bien dit, depuis 8 ans, moi j'accompagne donc les professionnels à décrocher les opportunités de leurs rêves, en fait à construire une carrière qui soit alignée avec leurs aspirations et surtout à prendre leur place dans le monde du travail. Okay. D'où ça m'est venu? En fait, il faut savoir que ça fait des années que je partageais des conseils à mon entourage. D'abord, c'était les amis, au fur et à mesure de l'évolution de ma carrière. Donc, d'abord des amis qui m'approchent, qui me disent « Est-ce que tu peux m'aider justement à faire ce CV, à postuler? Comment est-ce que je réponds en entretien à telle ou telle question ?» Donc, la chaîne s'est agrandie. Donc, d'amis, c'est passé à d'amis. Et bon, bref. Et c'est comme ça qu'en fait, un jour, en décembre 2022, je me dis, en fait, plutôt que finalement que cette connaissance-là, elle reste toujours concentrée au niveau des mêmes cercles, pourquoi pas me lancer sur les réseaux? J'y connaissais absolument rien, parce qu'il faut savoir que moi, je viens de l'univers de la finance, donc rien à voir. Oui, c'est ce que j'allais demander. T'as pas de background RH ou... D'accord. Mais pas du tout. Ouais. Et du coup, je me dis, écoute, il y a plein de questions qui reviennent toujours. Ouais. J'ai envie justement de rendre accessible cette connaissance-là. Donc, pourquoi pas se lancer sur les réseaux en voyant si au lieu de toucher une personne, en ayant consacré 1 heure à cette personne-là, pourquoi pas donc prendre 1 heure et créer un contenu qui peut-être pourra toucher 10 personnes. C'est vraiment parti de là. Et c'est comme ça que je me retrouve des années après à être... à me retrouver à créer du contenu sur les réseaux. C'est incroyable. Et aujourd'hui, tu es suivie par plein de monde, de plus en plus de personnes. Tu sais à peu près qui te suit d'ailleurs? Quel type de personnes, de profil? Quelle typologie? J'ai vraiment de tout. J'ai à la fois des étudiants qui se posent des questions, justement, qui cherchent leur premier stage, leur premier emploi. J'ai également des salariés expérimentés. En fait, ma plus grosse tranche là, c'est du 25-45. Donc voilà, des jeunes actifs qui ont déjà un petit peu d'expérience et qui veulent justement aller vers un deuxième poste, ou alors des personnes qui sont dans le monde du travail depuis 5, 10, 15 ans, qui finalement ont été un peu en retrait, n'ont pas forcément beaucoup eu à chercher de travail, et qui du jour au lendemain se rendent compte que je suis dans une condition qui ne me correspond pas, je suis pas dans le bon environnement, le bon écosystème, j'ai envie de changer, et je me rends compte que j'ai été un petit peu loin de tout ça, des entretiens d'embauche, de la recherche d'emploi même de manière générale, ou tout simplement que j'ai envie d'aller chercher cette promotion, et en fait on me la donne pas. Donc, ils ont envie de conseils actionnables pour justement passer à l'étape d'après. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils se retrouvent à suivre mes contenus. Ah ouais, c'est bien. Pôle emploi note une baisse de 7% en 2024 des offres d'emploi par rapport à l'année précédente, ce qui est quand même
pas mal, 7% quand même. Donc, il y a plus de candidats, mais moins d'offres sur le marché, surtout dans des secteurs un petit peu spécifiques, comme par exemple le marketing ou la culture, qui peuvent recevoir plus de 200 candidatures par offre. Énorme. C'est énorme. Comment on fait pour que notre CV soit choisi? Comment on fait? Déjà, on postule pas partout, comme j'ai tendance à écouter sur les réseaux sociaux. Quand j'entends justement des gens prendre la parole et dire, voilà, j'ai envoyé 200 candidatures, j'ai eu aucun retour, j'ai envie de leur dire, si tu as envoyé 200 candidatures, et que tu as eu 0 retour, c'est que tu t'y es pas bien pris. Et l'étape 1, effectivement, c'est bien structurer son CV. Le problème, c'est que lorsqu'on envoie 200 candidatures, c'est qu'on n'a forcément pas eu le temps d'y consacrer le temps qu'il faut. Donc, c'est-à-dire, quand j'entends consacrer le temps qu'il faut, c'est optimiser sa candidature dans le sens où mettre des petits éléments en lien avec la fiche de poste qui vont permettre vraiment de montrer aux recruteurs que voilà, on a eu des expériences qui sont en lien avec le poste pour lequel vous recrutez. Montrer également peut-être qu'on a construit un CV qui s'adresse à cette entreprise, donc en incluant un truc tout simple, mais juste le nom de l'entreprise. Désormais, je souhaite m'orienter vers ce poste-là au sein d'une entreprise comme, en citant le nom de l'entreprise, pour travailler sur tel sujet. Rien que ça fait la différence. Donc, c'est de dire qu'en fait, posez-vous toujours la question. Un recruteur qui reçoit 200 candidatures, qu'est-ce qu'il va faire qui s'arrête sur votre CV au lieu du CV du voisin? En fait, c'est simplement ces petits hacks-là qui font toute la différence. Un peu plus de personnalisation. Exactement. Donc moi, je dis privilégier la qualité à la quantité parce que c'est ce qui permet finalement aujourd'hui, dans un marché qui est extrêmement concurrentiel, de sortir du lot. Et d'ailleurs, est-ce que tu conseilles de suivre chacune de nos candidatures, par exemple faire un Excel avec partout là où on a postulé? C'est la base. Ouais. Tu m'as posé la question. Non, c'est vraiment indispensable. En fait, dites-vous qu'il arrive... Tout ne se passe pas, en fait, tout ne s'enchaîne pas de la manière naturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez postuler, on va dire pour, je dis n'importe quoi, pour 5 entreprises cette semaine, parce que bien entendu, on ne postule pas pour 20 entreprises, 30 entreprises par semaine, non. Vous ciblez 5 entreprises, vous prenez le temps de bien construire les candidatures, etc. La semaine d'après, vous faites la même chose. La semaine encore d'après, vous répétez l'exercice. Sauf que lorsque la 3e semaine, l'entreprise revient vers vous, il faut que vous sachiez qui elle est, à quel moment vous avez candidaté, c'était quel type de poste, que vous puissiez retrouver facilement l'information, surtout que certains recruteurs appellent à l'improviste. Oui, je suis la RH de telle entreprise. Si vous ne vous rappelez pas du poste, que vous devez galérer, passer 1 heure à chercher en fait finalement vos éléments de candidature, parce que bien évidemment, quand vous les aurez adaptés, vous aurez mis certains éléments que vous n'aurez pas mis sur les autres CV. Donc si vous n'êtes pas capable de retrouver même le CV avec lequel vous avez candidaté, comment vous allez apporter des réponses pertinentes au moment de l'entretien. Donc, être structuré dans sa recherche d'emploi, c'est clairement la base. Ça permet, bien évidemment, de s'en sortir d'un point de vue organisationnel, mais en plus de ça, de pouvoir mieux anticiper, savoir à quel moment relancer, etc., etc. Est-ce que, tu sais, on voit pas mal sur LinkedIn des CV qui peuvent faire un peu le buzz parce qu'ils sont ultra personnalisés sur l'entreprise. Parfois, ils reprennent la charte graphique ou des éléments, mais ça prend des heures à faire un CV comme ça. Est-ce que tu conseilles, toi, de faire ce type de CV-là où on reste sur un CV basique, mais qui est personnalisé avec des petits hacks, comme tu disais, en fonction des entreprises pour lesquelles on postule? Je pense que les 2 méthodes fonctionnent. Par contre, attention. En fait, aujourd'hui, bien évidemment, quand je dis qualité par rapport à la quantité, privilégier la qualité, ça veut dire qu'il faut en faire moins, mais ça ne veut pas dire que vous devez passer 10 heures à construire une candidature. Ce n'est pas possible, c'est contre-productif. Encore une fois, dans un marché ultra concurrentiel. Aujourd'hui, plein de postes qui ont été supprimés, ce n'est pas possible. Donc, ce que je recommande dans ce cas-là, c'est si vous voulez faire une candidature un peu personnalisée, moi j'adore, je dis à fond, allez-y clairement, prenez le temps qu'il faut, mais faites une candidature qui va rester généraliste. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, créer un CV vidéo, vous allez montrer vos compétences, excellent, parce que ça permet de montrer, si vous êtes un profil créatif, que vous savez faire du montage, que vous avez, une appétence justement pour la création de contenu, que vous maîtrisez les réseaux sociaux. Donc voilà, ça permet de montrer aux recruteurs des compétences, mais de manière
concrètes, donc qu'ils voient ce que vous êtes capable de faire, et donc c'est tout de suite plus attractif. Et à ce moment-là, restez bien généraliste, comme je le disais, de manière à ce que n'importe qui tombe sur votre vidéo ne se dise pas « Ah oui, non, elle veut uniquement rejoindre YouTube ». Bosser dans les équipes YouTube, hein, j'entends bien. Donc, c'est pas pour nous. Nous, on est une petite boîte de pharma qui recherche un profil créatif, et donc, on va pas forcément l'intéresser. Donc, l'idée, c'est de le faire, montrer les compétences pour résumer, mais en restant générique de manière à ce que n'importe qui puisse vraiment vous contacter, quoi. Est-ce qu'il y a des périodes plus propices que d'autres pour trouver des offres d'emploi ou... Est-ce que, je ne sais pas, en janvier, les entreprises mettent plus d'offres d'emploi? Je ne sais pas. Il y a des bonnes périodes. De manière générale, on peut trouver un travail, bien évidemment, toute l'année. Hein. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. En fonction des besoins Exactement, ça dépend des entreprises. Il peut y avoir un départ qui n'avait pas été anticipé. Donc, voilà. Après, il y a des périodes, effectivement, où il y a beaucoup plus d'emplois, d'offres. Janvier, effectivement, c'est une bonne période parce que, voilà, avec la période de fin d'année, les primes qui tombent, voilà, il y a beaucoup de gens finalement qui se disent voilà, je vais changer de travail, donc ils vont nouveau quitter, départ, fin d'année, donc voilà, il y a des budgets également qui vont être débloqués en début d'année, donc vraiment la période de janvier, même la période de septembre, retour de vacances, etc. aussi, ce sont des bonnes périodes où il y a pas mal d'offres, mais ce ne sont pas les seules périodes. Après, bien évidemment, ce que je dis là, c'est à prendre aussi avec un petit peu de recul. Pourquoi ? Parce qu'il y a des secteurs d'activité qui ont eux-mêmes leur cycle de recrutement. Moi, j'ai bossé dans le conseil, notamment chez EY, donc en Big Four. Ces cabinets-là, ils recrutaient, ils avaient des périodes très spécifiques. Donc, septembre, octobre, donc c'est une grosse période de recrutement. Et après, il y en avait en janvier, février, en fonction des cabinets, etc. Donc, très bien. D'office, quand tu sais que tu veux bosser en Big Four, tu sais que ce sont des périodes qu'il faut cibler parce qu'en fait, ils recrutent un an avant. Donc, en fait, tu peux pas te lever et penser que si tu veux les rejoindre, le mois d'après, tu peux commencer à postuler et 2 mois après, tu seras recruté. Non. Parce qu'une fois que tu loupes le coche, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, je parle vraiment des profils juniors, où c'est encore plus structuré que les profils seniors, où c'est encore une démarche un petit peu différente. Donc, connaissez votre environnement, sachez quel est le cycle aussi de recrutement de l'entreprise, ou en tout cas du secteur que vous souhaitez rejoindre, et vous serez aussi beaucoup plus stratégique dans votre manière d'approcher ça, quoi. Super intéressant. Est-ce que aujourd'hui, avec quel outil on peut faire notre CV aujourd'hui? Est-ce que tu en as que tu aimes bien, par exemple, ou que tu conseilles? Oui, j'en ai. Je conseille rien du tout. Non, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui sont partagés. Il y en a beaucoup trop. Et honnêtement, tout ce qui est proposé aujourd'hui partit du principe que c'est pas ouf. C'est vraiment pas fou. C'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. Il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui, pour beaucoup de boîtes, elles utilisent des ATS, des Applicant Tracking Systems. Ce sont des outils qui vont aider en fait au premier niveau de tri de CV. Sauf que certains outils en ligne ne sont pas lisibles par tous les ATS. C'est-à-dire que les CV qu'ils vont produire ne vont pas être lisibles par tous les ATS. Donc, si vous utilisez un outil en ligne qui vous propose des CV, peut-être très bien, mais vous n'êtes pas à l'abri qu'il sera lisible par tous les ATS et donc qu'il ne se fera pas rejeter de facto. D'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle je considère, et moi, c'est un conseil que je donne, rester sur la simplicité. Word, c'est très bien. Un format qui fonctionne. À chaque fois, vous ne serez jamais déçus. Donc, c'est classique. Pour ATS, c'est OK. Et ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps. Fichier Word, parfait. Et en plus, on peut faire pas mal de choses sur Word. Et en plus, ça permet aussi de rester sur un CV qui est sobre, parce qu'aujourd'hui, évitez les CV, à moins que vous soyez vraiment créatif, évitez les CV avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'éléments superflus qui ne servent à rien. Et ensuite, deuxième bonne alternative, et là, je dirais, donc je me contredis un petit peu, mais là, ce sera un outil qui est très bien, que vous pouvez utiliser, c'est Canva. Mais restez, encore une fois, sur les formats très simples, en fait, de Canva. Évitez... à moins que vous soyez un profil créatif. Et à ce moment-là, oui, vous pouvez vous faire plaisir parce que ça passe par là. Donc voilà. Ouais, Canva, c'est pas mal. Mais si on utilise, par exemple, tous le même template Canva, ça fait pas un peu trop répétitif? Il y en a 36 millions. Enfin, je sais pas combien ils en ont, mais il y en a plein. Et puis, en réalité, ce qui compte... Enfin, je pense que déjà, les CV Word, tout le monde va un peu les construire de la même manière, etc. Tout à fait. Je pense que c'est aussi bien de savoir qu'il y a des manières de faire.
Tu vois, quand tu présentes ton CV, il y a des informations clés qui reviennent, formation, expérience professionnelle, centre d'intérêt, langue, informatique, etc. Tout est censé être standardisé. Donc, même la présentation, finalement, on ne va pas sortir une présentation qui est hors norme, en fait. Enfin, c'est quand même assez codifié. Ouais. Donc, c'est pas gênant d'avoir un CV qui ressemble à celui de tout le monde à partir du moment où ce qui compte, c'est vraiment le fond. Ouais, c'est vrai. Bah, surtout si ça passe par effectivement l'ATS, Bien dans sûr. tous les cas. Et au contraire, éviter d'avoir des CV qui sont beaucoup trop complexes parce que c'est un outil et donc il ne va pas lire les choses de la même manière qu'un humain. Ouais. Et donc l'humain, qu'est-ce qui va se passer ? Enfin, il l'aura, et encore une fois, dans un écosystème concurrentiel, c'est compliqué, mais il aura au moins la présence d'esprit de se dire, OK, là, c'est la partie formation, ça a été présenté un peu autrement, mais je le comprends. Ouais. L'outil, il va chercher A plus A égale 1 plus 1 égale 2. Donc, si ce n'est pas structuré de manière standard, vous complexifiez et vous rendez même beaucoup plus difficile la capacité de l'outil de comprendre ce que vous dites. C'est hyper intéressant parce qu'on a tendance à croire le contraire, qu'il faut faire justement super extravagant pour se différencier. Mais en fait, la première étape, si elle passe forcément par un ATS, on est obligé de se conformiser finalement à ce système-là. Et ça, je pense que tout le monde ne le sait pas dès le début, en fait. Tout le monde ne le sait pas. Après, ça passe pas toujours par un ATS. Et c'est la raison pour laquelle je dis même aux gens, bien sûr, ça va pas toujours passer par un outil parce qu'il y a des plus petites boîtes, il y en a qui, voilà. Et puis, voilà, il y a plein d'alternatives. C'est pour dire que voilà, vous n'êtes pas toujours soumis aux outils, mais ils sont prépondérants. Et en plus de cela, il faut aussi prendre en compte le fait que derrière, vous ne devez même pas vous arrêter qu'aux candidatures en ligne. Il y a d'autres leviers à activer. On pourra en parler si tu veux par la suite. Tout à fait. Mais c'est clairement aussi important de ne pas juste s'arrêter aux candidatures en ligne. Ouais, un petit dernier mot justement sur le CV, après on passera à un autre sujet, mais est-ce que c'est pertinent ou tu as déjà eu la question d'utiliser ChatGPT pour son CV ou intelligence artificielle d'une manière générale? Oui, carrément. Je trouve qu'aujourd'hui, l'IA peut beaucoup aider pour construire son CV. En revanche, il faut l'utiliser, bien évidemment, de manière stratégique. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut... Et surtout, se former à l'utiliser. Parce que beaucoup de gens utilisent ChatGPT à tout va, mais en réalité, ils ne savent pas l'utiliser. Ouais. Du coup, ils ont des réponses qui ne sont pas toujours pertinentes et qui sont très souvent même à côté de la plaque. Et parce qu'ils n'auront pas cet esprit critique, en fait, en réalité, ils vont complètement passer à côté. Donc, apprendre à prompter. Donc, comment on prompte ? Agis en tant que tel, je veux ça, de cette manière-là, voici ce que je veux que tu mettes en avant, et voilà, et tu peux donner des éléments en disant voici la fiche de poste, par exemple. Tu vois. Donc, c'est dire aussi que l'IA, pour donner les meilleurs résultats, a besoin de contexte. Donc, plus vous allez contextualiser, expliquer ce que vous voulez, venir détailler et venir aussi challenger ce qu'il dit, mieux ce sera. Et donc, mieux vous serez à mesure, du coup, de pouvoir avoir de très bonnes pistes d'optimisation de votre CV. Donc, utilisez-le, mais apprenez à bien prompter. À bien le prompter. Très intéressant. Maintenant, on reste toujours dans la partie un peu recrutement, enfin avant tout ce qu'il y a à faire. Et en parlant de LinkedIn, apparemment, pimper son LinkedIn peut multiplier par 3 le taux de contact direct avec un recruteur. Clairement. Alors, comment on pimpe son LinkedIn alors ? Comment on pimpe son LinkedIn Comment on le rend beau ou comment on utilise bien LinkedIn ? Alors, déjà, c'est vrai que pour arriver à le rendre beau, etc., ça, c'est encore un autre niveau. C'est vrai. Déjà, complétez votre profil, c'est déjà l'étape 1. Par compléter, j'entends renseigner le titre, donc ce que vous faites, étudiant en ingénierie au sein de telle école, ou alors ingénieur, je peux dire autre chose, business developer chez Deal Labs, par exemple. Ouais, tout à fait. OK, donc le titre. On sait qui vous êtes et c'est ce qui va apparaître à chaque fois que vous allez venir commenter un post, etc. Donc, il faut que ce soit très clair. Ensuite, deuxième étape, la bio. Préciser, donc ça peut être soit sous un format très simple, doté de X nombre d'années d'expérience dans tel domaine, etc. J'ai fait mes armes au sein d'entreprise X, Y, Z, j'ai travaillé sur tel, j'ai eu la chance de mettre en place ça, donc des réalisations clés. Et aujourd'hui, je me passionne pour tel domaine. Faire une petite ouverture de, si vous souhaitez parler, je dis n'importe quoi, de médias sociaux ou de technologie, n'hésitez pas à prendre contact avec moi.
et mettre son email, par exemple. Ça laisse une bonne ouverture. Comme ça, les gens savent aussi, comment ils peuvent entrer en contact avec vous, ce qui vous passionne, ce qui est important pour vous, ce que vous faites, ce que vous avez pu faire par le passé et la valeur ajoutée que vous allez pouvoir leur apporter. Vous pouvez aussi l'utiliser. Vous pouvez aussi adopter l'approche storytelling. Donc, on vient un peu plus sur une histoire un peu plus personnelle. J'ai découvert la tech à 4 ans face à la télé. Voilà, il y a plusieurs approches qu'on peut utiliser. Mais dans tous les cas, le plus important reste le même, c'est de véhiculer ces informations clés que j'ai citées. Ensuite, au niveau des expériences professionnelles, on vient renseigner toutes ces expériences professionnelles, toutes celles qu'on a eues, qu'elles soient formelle, vraiment dans le sens CDI, stage, etc., ou même informel. L'informel, après, il faut voir aussi quelle catégorie d'expériences informelles on a eu. Si c'est des expériences associatives, il y a une autre section qui est dédiée et qu'on peut mettre dans une autre section qu'on peut mettre ailleurs, pardon. Et donc, une fois qu'on a rempli ces différents postes qu'on a occupés, ces réalisations, très important de les préciser, et ensuite on vient dernier niveau, au niveau des expériences, ajouter donc les compétences qu'on a développées. Là, c'est clé. C'est vraiment clé. Parce que lorsque vous allez voir une offre d'emploi sur LinkedIn, en fait, si les compétences que vous avez renseignées au niveau de votre profil ne matchent pas la fiche de poste, en fait, si vous faites les candidatures et que le recruteur décide que le tri se fasse déjà, une première sélection se fasse au niveau de la plateforme, vous n'allez pas justement passer ce premier niveau de sélection. Donc, faites bien attention, et ça c'est un gros hack que je vous donne là, allez systématiquement regarder les offres d'emploi qui pourraient vous intéresser, même si vous n'êtes pas en recherche d'emploi. Voyez les mots-clés qui reviennent, donc en termes de compétences, etc. Et aidez-vous de cela, si bien sûr ce sont des compétences aussi que vous avez développées, pour les ajouter et remplir votre profil LinkedIn. Et après, comme je disais, il y a d'autres sections à renseigner, donc les expériences associatives, si on a reçu des licences, des certifications, si on a eu des engagements politiques, etc., que sais-je, qu'on a envie de renseigner, c'est possible de le faire et il ne faut pas hésiter à le faire. Plus le profil est complet, mieux c'est, parce qu'en fait, derrière, les recruteurs vont faire des recherches booléennes. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils vont venir chercher des mots-clés sur LinkedIn pour trouver les profils lorsqu'ils chassent, en fait, tout simplement. Donc, en fait, avoir les bons mots-clés garantit, par définition, le fait de se faire recontacter. Et tu sais, tu peux ajouter aussi en lien, effectivement, une certification, le justificatif d'une certification. Tu penses que ça, c'est une vraie valeur ajoutée? Mais carrément. Ou pas? En fait, dites-vous que les gens, ils n'ont pas beaucoup de temps. Et quand ils tombent sur votre profil, il faut qu'ils aient des informations. Toutes les infos. Qu'elles soient toutes là. Et surtout, qu'elles puissent les rassurer. Dire que vous avez suivi une certification, mais derrière, vous n'avez pas de diplôme. Il y a des gens qui mentent, en fait. Donc, qu'est-ce qui va vous différencier de la personne qui aura totalement menti? Donc, essayez de rassurer les gens, simplifiez-leur l'information, mettez-la leur à disposition de manière à ce que, qu'il n'y ait aucune hésitation quand ils tombent sur votre profil à vous contacter. Ouais. Ça, c'est trop bien. Moi, j'avais fait un tout petit hack sur LinkedIn. Je me rappelle, à l'époque, j'avais vu ça. Tu sais, tu peux changer ton URL de ton profil LinkedIn. Oui, ça, c'est trop bien. Et ça, c'est trop pratique parce que même si tu veux donner à ton recruteur, ou le mettre sur ton CV, plutôt que d'avoir le long truc, tu peux mettre un petit mot-clé. Carrément. Ça, c'est trop bien. En plus, c'est super facile à faire. Je sais plus la manip, mais je crois que c'est directement sur son profil. C'est en haut à droite. C'est en haut à droite, voilà. Voilà. C'est en haut à droite. Et ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment top. C'est trop bien, Enfin, ça, c'est vraiment même, on va dire, le B à bas. Vous voulez vous assurer d'avoir quelque chose qui soit carré. Donc, il y a des petits trucs comme ça. Et puis même, autre hack aussi, parce que ça, c'est hyper bien, mais on peut même aller encore plus loin. Si on sait qu'on est ouvert aux opportunités à l'étranger, n'hésitez pas à aller ajouter la fonction multilangue. Oui, et vous pouvez mettre votre LinkedIn dans plusieurs langues de manière à ce que, après, c'est à vous de traduire, etc. Mais c'est beaucoup plus simple avec tous les outils, ChatGPT, que sais-je, traduire rapidement ces expériences. Et en un clic, vous allez devoir appuyer, donc français, anglais, pour voir la vision que vous voulez. Mais par contre, ce qui est top, c'est que ceux qui tombent sur votre profil, ils ont naturellement votre profil affiché dans leur langue de communication. Donc, si moi, je me connecte à ton profil et que mon téléphone, c'est d'ailleurs le cas, est en anglais, en fait, j'aurai par défaut... la langue anglaise, quoi. Exactement, ton LinkedIn avec toutes les expériences, tout en anglais. Donc, ce qui me facilite x 10 la compréhension de ton profil, quoi. Ouais, c'est vrai que pour un job à l'international ou même dans une entreprise internationale, c'est toujours cool aussi carrément d'avoir ça. Ouais, ça, c'est vrai que c'est vraiment... En plus, c'est vrai qu'avec ChatGPT,
maintenant, tu peux le... Tout. Ça prend 2 minutes, quoi, à faire. Vraiment. Et c'est vraiment une plus-value. Ok, ça, c'est vraiment cool. Est-ce que tu penses qu'il faut investir dans LinkedIn, le LinkedIn Premium, là? Je sais plus comment il s'appelle. Oui, LinkedIn Premium. Hein, oui, c'est ça, LinkedIn Premium. Honnêtement, ça peut valoir le coup, mais c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai pas LinkedIn Premium. J'en ai pas forcément besoin, mais par le passé, je l'ai jamais eu et j'ai pu très bien fonctionner sans. En revanche, quelqu'un qui est en recherche très active, qui a envie de beaucoup networker, d'envoyer beaucoup de messages à des recruteurs, à des managers, etc., qui a vraiment envie d'accélérer la prise de contact et vraiment envoyer des messages sans aucune limite, il a tout intérêt à prendre LinkedIn Premium. Après, honnêtement, hormis ce besoin-là, je vois pas trop dans quel cas de figure on pourrait avoir la nécessité d'activer LinkedIn Premium. Pour moi, c'est voilà. Donc, bien avoir, must have, non. Must have, non, ok. Au moins, c'est clair. Est-ce que selon toi, il y a ça coûte cher, hein, donc réfléchissez à 2 fois. C'est combien déjà Je crois que c'est 50 €. Ouais, c'est super cher. J'ai plus les derniers chiffres. Il y a peut-être un truc d'essai gratuit, mais quand bien même, quoi. Ouais, moi j'ai eu un mois gratuit. Activez votre essai gratuit, c'est marrant. Mais du coup, activez-le à des moments stratégiques. Oui, voilà, c'est ça. Quand vous en avez besoin, sinon ça sert à rien. Ouais, je suis assez d'accord. Est-ce que tu penses que quand tu es sur LinkedIn et que tu as un profil qui a pas mal de recommandations, génère pas mal de likes et de commentaires, ça peut aider à se faire plus recruter ou pas? Un post LinkedIn qui fait pas mal de likes. Un profil LinkedIn. Tu vois, si par exemple je suis active moi sur LinkedIn et que j'ai vraiment beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, j'ai un profil un peu en vogue, et tu penses que ça peut aider au recrutement? Clairement, LinkedIn, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde voit ce que tout le monde like. Du coup, par défaut, c'est propagé. Exactement. Donc, ce qui fait qu'en fait, c'est pas tant le fait d'être famous sur LinkedIn, c'est surtout le fait que, en fait, quelqu'un, parce que vous aurez bien, encore une fois, renseigné votre titre, votre profil, etc. Donc, quelqu'un tombe sur votre profil, il clique, en fait, tout de suite, il voit ce que vous avez fait, votre proposition de valeur. Donc, on a plus de chances, effectivement, grâce à un post, d'avoir des opportunités par la suite. Donc, il faut être actif sur LinkedIn, quand même. C'est d'ailleurs un conseil que je donne. Si vous voulez vraiment attirer un maximum d'opportunités, soyez actif sur LinkedIn. Soyez connecté avec les recruteurs dans votre domaine. Donc, ça peut être des chasseurs de tête ou des recruteurs dans l'entreprise, des RH au sein de boîtes qui vous intéressent. Soyez connecté avec les personnes de votre écosystème. Pourquoi ? Parce que par défaut, quand les recruteurs vont chercher des profils, et ça, c'est pareil. Ayez-le en tête parce que c'est vraiment très intéressant. Lorsqu'ils vont aller, en fait, faire des recherches de profils, ils vont avoir... LinkedIn va leur proposer en priorité les profils avec lesquels ils seront connectés au premier ou deuxième degré, surtout premier degré. Donc, tu vois, c'est par, ça se décline de cette manière-là. Donc, plus vous avez de gens dans votre réseau et plus même vous êtes en contact direct avec des recruteurs, par défaut, vous allez retomber dans le top des propositions quand, en plus, vous avez fait le travail d'optimisation de votre profil, etc. Donc, clairement, interagissez, soyez connectés, ne serait-ce que répondre, commenter des posts d'autres personnes dans votre industrie pour vous rendre visible, pour montrer à la plateforme aussi que vous êtes là. Mais au-delà de ça, être connecté avec les personnes de son écosystème, c'est clairement la base. Ok. Non, mais hyper intéressant. Et du coup, on en parlait juste tout à l'heure, tu conseillais... quelle plateforme tu conseilles pour postuler, pour trouver un travail? Moi, j'adore LinkedIn. Je suis une fan de LinkedIn. Non, mais j'adore LinkedIn existe, donc clairement. Après, c'est pas le seul réseau social pour postuler. Il y a tellement de plateformes. Il y a Indeed, il y a Welcome to the Jungle. Les plateformes, il y en a... à boire et à manger, il y en a vraiment. Et puis, il y en a aussi de très sectorisés, donc Fashion Jobs pour les métiers en lien avec la mode, etc., le luxe. Tu as des métiers en lien avec la finance, Dog Finance, etc. Donc, en fait, il faut aussi savoir en fait ce qu'on recherche. Est-ce qu'on est sur un métier de niche, etc. À ce moment, on a peut-être tout intérêt à aller effectivement consulter les sites très spécialisés. Après, si on recherche, si on fait une recherche générique, voilà, de postes assez génériques qu'on peut retrouver un peu partout, LinkedIn, c'est très bien, Indeed, toutes les grosses plateformes, on va dire, Glassdoor. Glassdoor, ils ont des offres? Oui, ils ont des offres, il me semble, c'est ça. Est-ce que, tu vois, par exemple, envoyer un mail directement fonctionne, ou faut maintenant automatiquement passer par leur plateforme, postuler? En fait, moi, je recommande de faire les deux. Parce qu'encore une fois,
il faut se différencier des autres. Celui qui fait le maximum démultiplie ses chances, on va dire, plutôt d'avoir des retours des recruteurs. Et d'avoir un contact. Exactement. Tout à fait. Donc, je recommande toujours de ne pas s'arrêter uniquement aux candidatures via le site carrière de l'entreprise, mais d'aller beaucoup plus loin. Après, il y a des recruteurs qui diront « Oh non, mais moi, je ne réponds pas aux gens, etc. » Donc, il y a toujours des gens qui vont vous dire « Ça ne sert à rien. » Moi, je pense que ça sert. Parce que vaut mieux le faire à quelqu'un et potentiellement, une chance sur deux, la personne vous dise non ou vous réponde pas, mais la deuxième chance sur deux que vous ayez un retour qui s'avère concluant, que en fait se dire oui, ça marche pas et du coup passer à côté de toutes les probabilités potentielles chances d'avoir des retours. Donc, tentez toujours. Moi, je suis vraiment d'avis de on tente, qui ne tente rien n'a rien. Donc, tentez. Et puis voilà, il y a toujours des recruteurs qui sont hyper contents de recevoir ces retours parce qu'ils voient que vous êtes hyper motivé, que vous avez pris le temps de trouver leur contact, ce qui n'est pas non plus... C'est un effort supplémentaire que vous faites. Donc, faites-le, c'est hyper apprécié et dans le pire des cas, c'est pas grave, quoi. Et au moins, ça vous permet aussi de vous assurer que la candidature, elle tombe sur la table du manager. Parce que bien souvent, elle va s'arrêter au niveau de RH. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus qui avait hyper bien marché en disant mon plus grand flex, c'était d'avoir eu le job après un refus de la boîte, après que la RH m'ait ignoré. Et en fait, plein de gens m'ont dit, notamment une, et ça m'a vraiment marqué son commentaire, elle m'a dit la RH avait ignoré ma candidature, j'ai trouvé le nom du manager, je l'ai contacté. Et en fait, aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis dans la boîte. Donc, parce que c'est le manager qui, finalement, va ensuite arriver dans le processus et c'est lui qui va prendre la décision finale. Bien sûr. Et puis, l'erreur est humaine. Il suffit que la personne n'ait pas assez bien optimisé son profil, comme je l'ai dit, ou ait utilisé une plateforme qui, en fait, n'était pas lisible par l'ATS. Boum, son CV n'est pas allé plus loin. Donc, rejet au premier niveau. Alors que derrière, il suffit qu'un humain, et d'autant plus quelqu'un qui est sur le terrain, voit son CV, voit ses expériences et il trouve ça hyper pertinent. Donc, tous les moyens sont bons pour candidater. Ne vous en privez pas. Privilégiez aussi les contacts en présentiel aussi. C'est un énorme levier qu'on a souvent tendance à oublier. Genre d'aller directement ? Carrément. Aller directement à des événements. Les entreprises organisent souvent des conférences, des salons où ils sont présents, notamment pour les étudiants. Donc, allez-y, préparez vos CV, venez avec votre pitch de présentation, etc. Mais soyez prêts et montrer que vous êtes déterminé. Et c'est comme ça que vous décrochez parfois des opportunités que vous n'auriez pas eues en postulant simplement en ligne. Ouais, hyper intéressant. Tu partages souvent, même très souvent, les meilleurs hacks, on va dire, dans ce domaine-là. Notamment, tu partageais une liste de verbes Harvard. Je ne sais pas si tu te souviens de cette vidéo. Alors, elle date peut-être, je ne sais pas. Oui, non, c'est vrai, ça date un petit peu. Intéressant. Je l'ai postée récemment, d'ailleurs. Ouais, elle est super intéressante. Tu peux juste nous expliquer pour les personnes qui ne l'auraient pas vue? Oui, en fait, ça, d'ailleurs, c'est vraiment une pépite. Je trouve aussi. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est incroyable. En fait, c'est-à-dire que Harvard a sorti une liste de verbes d'action. Donc, il faut savoir que les verbes d'action, c'est ce qu'il faut privilégier dans les candidatures parce qu'elles permettent en fait de montrer directement l'impact qu'on a eu en fait au travers de ces expériences. Donc, cette liste de verbes d'action a été classifiée par catégorie pour justement permettre d'utiliser tel ou tel verbe en fonction de ce qu'on veut mettre en avant. Donc, je dis n'importe quoi. Si je veux mettre en avant mes capacités d'analyse, je vais utiliser des verbes comme évaluer, analyser, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je pourrais pas t'aider pour analyser, mais je vois complètement. Mais oui, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est une mine d'or parce que tu sais pas franchement tout le temps les verbes que tu vas utiliser pour dire ce que tu veux dire. Exactement. Et juste d'avoir le verbe de début, c'est incroyable. Et carrément. Et puis pareil, j'irais même plus loin. Si c'est pour mettre en avant les capacités managériales, par exemple, c'est de dire j'ai conduit, donc j'ai implémenté, j'ai. Exactement. Il faut plutôt dire implémentation de, conduite de. Je précise quand même parce que beaucoup de gens mettent à réaliser ou réaliser ER. On ne fait pas ça sur un CV, absolument pas. Donc, mettez toujours le nom, vraiment. Voilà, et non pas le verbe, tu vois, sans conjuguer donc le verbe. Et voilà. Et utilisez cette liste-là parce que vraiment, c'est une mine d'or. Et ils ont classifié, il y a tellement de catégories en fonction de ce qu'on veut mettre en avant. Et ça permet en fait, à partir de la fiche de poste, donc de choisir. Étant donné qu'on voilà, ce qui est important, c'est quelqu'un qui a des capacités en management. Donc, vous savez qu'au moment où vous allez décrire vos réalisations, que vous devez mettre en avant le management, la capacité de gestion, et donc venir trier dans cette liste-là. Incroyable.
Ouais, trop trop bien. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur ton compte. Il faut juste un peu descendre, Oui. mais elle est clairement, vous verrez le titre, moi je l'avais trouvé assez simplement. Tu avais parlé aussi d'une règle des 60-30-10. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, alors, il faut savoir qu'il y a une étude de l'APEC qui dit que 70% des posts ne sont en fait finalement pas publiés. C'est-à-dire D'accord. que sont pourvus sans qu'ils aient été publiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être, parce que ça peut être finalement une offre qui va être pourvue en interne, ça peut être simplement via le réseau, la cooptation, etc. Il y a plein de raisons, ou des chasseurs de tête, par exemple, qui ne vont pas publier les offres, qui sont mandatés par les entreprises pour trouver des gens. Donc, c'est dire qu'il y a un gros terreau en fait d'offres qui est allé chercher. Et donc, pour ça, on ne peut pas s'arrêter aux candidatures en ligne. C'est pas possible. Parce que si vous faites que de la candidature en ligne, en fait, vous passez non seulement à côté de ces offres-là, mais en plus de ça, vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté. Oui. Donc, moi, j'ai un principe très simple, c'est moi qui l'ai créé, hein. C'est pas une règle absolue, mais lorsqu'on recherche un emploi, donc il faut qu'on décompose son temps en 60-30-10. Ouais. 60% des interactions en direct, donc ça veut dire qu'il faut prendre du temps pour contacter des managers, comme je disais, suite aux candidatures, pour dire, voilà, j'espère que vous avez... je vous contacte parce que après avoir pris connaissance de cette offre-là, justement, j'ai déjà travaillé dans le domaine, j'ai ça comme compétences, et justement, je voulais vous contacter afin, justement, de m'assurer que ma candidature ait bien été reçue et vous renouveler toute ma motivation pour le poste. Ouais. Très bon moyen de follow-up et de s'assurer que le CV, il arrive bien sur la table du décideur, en fait, tout simplement. Ouais. Ensuite, ça peut être aussi construire son réseau. Donc, contacter des alumni qui occupent des postes qu'on cible et leur demander des conseils. Ça, c'est cool, non pas venir leur dire, est-ce que tu peux me donner un travail? Non, mais plutôt leur dire, voilà, j'ai vu que tu occupes tel poste dans telle entreprise, c'est ce à quoi j'aspire également. Est-ce que tu aurais quelques minutes pour me faire un petit retour d'expérience, etc. Si vous arrivez à bien tchatcher la personne, vous avez toutes les chances après que derrière, parce que vous aurez eu une bonne connexion et parce que derrière, elle saura que vous venez de la même école qu'elle et donc vous avez un bon niveau de compétence qu'elle vous recommande donc en interne. Oui. C'est sûr. C'est aussi simple que ça. Donc ça, un moyen aussi, un levier activé. Ensuite, il y a tout simplement des inconnus qu'on ne connaît pas, qui occupent des postes, etc., ou qui sont passés précédemment par un poste, qui nous intéresse, qu'on peut aussi contacter pour, encore une fois, avoir leur retour d'expérience et potentiellement semer des graines, etc. Donc voilà, contactez les gens, contactez aussi des recruteurs. Voilà, parce qu'il y en a aussi qui attendent que ça, que vous les contactiez. Ouais. Certains parce qu'ils auront mis un post, clairement, sur LinkedIn. On recrute, parce que, encore une fois, toutes les offres ne sont pas toujours mises en ligne. Ouais. Donc, certains vont mettre un post, ça peut être des RH comme des managers au sein d'une équipe pour dire, voilà, je recrute un ingénieur travaux dans mon équipe, n'hésitez pas à m'envoyer vos candidatures à telle adresse mail. Donc, bien évidemment, ce genre de personnes, il faut pouvoir les voir, il faut pouvoir entrer en interaction avec elles, quoi. Donc, ça, c'est important. 60% de son temps, je disais, aux interactions. Ensuite, les deuxièmes volets, ça va être de consacrer les 30% restants, donc aux candidatures. Ouais. Les 30% des 40% restants aux candidatures. Ouais. Et là, à ce moment, effectivement, on prend le temps de privilégier la qualité et donc de faire des candidatures ultra personnalisées. Ouais. Ultra personnalisées. Ma langue a fourché. Pas évident en même temps. On l'a dit pas mal quand même, ce mot. Donc, les gars, mettez-vous toujours en tête que je veux que le recruteur, il tombe sur ma candidature et qu'il ait envie de me passer un coup de fil. Donc, on ne va pas revenir sur ce que j'ai dit en intro. On l'optimise à balle. On met un maximum d'éléments qui vont rendre pertinent sa candidature. Ouais. Et ensuite, les derniers 10% restants, ça, c'est souvent sous-côté. Et je ne dirais même pas que c'est sous-côté parce qu'en fait, en réalité, les gens ne savent pas qu'il faut le faire. C'est que c'est de passer du temps à se former en parallèle. Parce que la réalité, c'est que la recherche d'emploi peut prendre parfois 3, 4, 6, 8 mois. On dit qu'en moyenne, c'est 8 mois, mais ça peut aller à 1 an. Il y a des gens ça peut être long. Extrêmement long. Ouais. Et comment vous allez expliquer au recruteur que pendant 1 an, vous n'avez fait que postuler? La réalité, c'est que vous n'aurez pas fait que postuler. Il y aura eu des phases de démotivation, des phases de remise en question, des phases de... C'est normal, hein. Ce qui est totalement normal. Donc, en fait, en réalité, il faut non seulement continuer d'entretenir ses compétences, donc se former à d'autres sujets, renforcer ses compétences, continuer de
d'entretenir ce qu'on sait déjà et puis tout simplement rester au fait de l'actualité. Mais au-delà de ça, il faut aussi en sortir de là et avoir une preuve concrète qu'on va donner aux recruteurs en disant, voilà, pendant ce temps-là, pendant ma recherche d'emploi, j'ai aussi pris le temps de me former sur tel sujet qui serait bien évidemment pertinent pour le poste. Et là, non seulement vous aurez utilisé donc ces derniers 10% de manière hyper intelligente, de manière hyper stratégique. C'est super smart. Mais en plus de ça, en fait, ça vous permet aussi d'avoir quelque chose à revendre qui vous distingue des autres candidats. Ouais. Et ça, c'est à ne pas négliger. Peu de gens le font, mais croyez-moi, ceux qui le font, ils sortent automatiquement du lot. Ouais. Non, mais c'est top. Puis justement, j'en fais une bonne parenthèse, parce que moi, je partage beaucoup de formations en ligne. Maintenant, c'est super simple de se former gratuitement, pour pas très cher. Et ça prend en général pas beaucoup de temps non plus. Enfin, je veux dire, on a toujours le temps de faire autre chose à côté, parce qu'on peut pas tout le temps rester sur son ordi. Ça peut être aussi très démoralisant. Mais en plus, c'est à son rythme. Il y a beaucoup de... Mais bien sûr. Donc c'est vrai que c'est hyper smart, c'est très cool. Parce que le risque, c'est que si on se retrouve 1 an sans avoir trouvé de travail et avoir fait que ça, postuler, en fait, on arrive sur le marché de l'emploi, on est complètement largué en fait, parce qu'on n'aura pas mis les pieds, ça peut faire peur à un recruteur aussi. Mais bien sûr, on se dira, mais en fait, elle n'a pas travaillé depuis 1 an, ou il ou elle n'a pas travaillé. Ça veut dire qu'elle est un peu larguée, il y a un retard à rattraper, etc. Donc, vous allez tout de suite le rassurer et en plus lui montrer votre proactivité à partir du moment où vous aurez pris le temps donc, de vous former en parallèle de votre recherche d'emploi. Je suis grave d'accord. Très, très intéressant. En plus, tu vois, tu dis que tu le fais, donc... mais c'est trop bien. Il ne faut jamais arrêter de façon de se former, c'est hyper important. Non, c'est hyper important. Et puis même, je le vois que quand j'en partage des formations, les gens, ils sont hyper intéressés. Je ne sais pas s'ils le font, mais tu sens qu'il y a un intérêt quand même particulier sur... Je suis pas sûre que tout le monde le fasse. Ouais. Non, mais parce que ça prend du temps aussi. Mais ça prend du temps. Mais c'est vraiment une rigueur à se dire, OK, chaque année, à la fin de l'année, se dire... OK, parmi mes objectifs, etc., j'inclus la formation parce que ça fait partie de mon développement personnel, à moi-même en tant que personne, avant même que ça participe au développement de la personne en tant que salarié. C'est vraiment en tant que toi, personne, parce que tu cultives ainsi ton attractivité sur le monde du travail. Donc, non, c'est la base. Clairement. J'avais une question sur les soft skills, parce que maintenant, tu sais, notamment en France, il y a beaucoup de personnes qui ont des diplômes. À un même niveau, en général, on va presque même au bac+5, il y en a beaucoup. C'est aussi peut-être pour ça qu'il y a certains secteurs qui sont un peu bouchés, comme le marketing, puisqu'on suit tous un peu la même... Bien sûr. Normal, la même formation. Et est-ce qu'aujourd'hui, les soft skills sont peut-être même plus importants que les diplômes en tant que tels ? Je pense que les soft skills sont oui, je dirais même carrément. C'est beaucoup plus important. Les diplômes jouent aussi un rôle, il ne faut pas se mentir, parce que ça donne un socle, une base de départ. Et donc, d'ailleurs, choisissez bien aussi les formations que vous faites, parce que elles peuvent soit vous permettre vraiment d'avoir une belle carrière, soit vous permettre d'avoir des difficultés à vous insérer dans la vie pro et ensuite derrière à même cultiver cette attractivité-là. Mais donc voilà, pour revenir sur le sujet, les soft skills, c'est ultra important. Il y en a plusieurs, les soft skills. Par exemple, moi, je dirais l'adaptabilité. Number one, l'adaptabilité. Être capable d'arriver dans un environnement, s'adapter, c'est quelque chose qui vaut de l'or dans le monde du travail. Parce que ça veut dire quoi ? Que vous n'allez pas vous sentir perdu parce que vous passez de l'industrie pharma à l'industrie au retail, par exemple. Donc, être capable de s'adapter dans les environnements, dans des environnements différents, des industries différentes, même des environnements multiculturels, parce que plus on va vers des gros groupes, etc., plus on est amené à interagir avec des personnes qui viennent d'horizons différentes, etc., qui parlent plusieurs langues. Et avoir cette capacité d'adaptation-là, c'est fondamental. Donc, premier soft skill que je recommande. Ensuite, la rigueur. Aujourd'hui, peu de gens sont rigoureux. On le voit au niveau de vos CV, d'ailleurs. Les CV où l'alignement n'est pas OK, donc il y a une phrase qui commence ici, une autre qui commence un petit peu à côté. Des petits détails, mais qui en disent long, quoi. Des petits détails, parfois au niveau du bullet point, certains ont des points à la fin du bullet point, le bullet point d'après, il n'y a pas de points. Voilà, des petits détails comme ça qui montrent qu'en fait, vous êtes rigoureux, vous avez cette attention aux détails ou pas du tout. Donc soignez, travaillez en fait cette capacité-là à être rigoureux dans votre travail, à tenir vos engagements aussi. Quand on vous dit, je veux que ce soit fait à telle date,
essayez de respecter les deadlines de manière à ce que, voilà, vous montrez que vous êtes quelqu'un de rigoureux et de sérieux. Ça, c'est hyper important aussi. En fait, il y a tellement de soft skills, mais dernier point que je dirais, ça dépend encore une fois du poste, etc. Mais moi, je trouve la capacité à communiquer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Je pense que partout, ça doit être valorisé, ça. Mais bien sûr, encore plus lorsqu'on est amené à interagir avec des gens. Alors, il y a des gens qui sont tout le temps devant leur PC, tu vois, un développeur. Je pense que si c'est pas communiqué, c'est pas très grave. Oui, ça va pas être mis en top. Exactement. Mais bon, à partir du moment où tu es dans une entreprise, quand bien même, tu dois communiquer des informations, quoi. Exactement. Donc, et de manière transparente. Mais bien sûr. Savoir bien s'exprimer, donc savoir rédiger sans faire 36 000 fautes, c'est hyper important. Donc clairement, oui, ça, ce sont des qualités que je recommande vraiment de cultiver parce qu'elles ouvrent des portes, en fait, de manière générale dans le monde professionnel. Ouais. Est-ce que j'ai une question qui me vient comme ça, tu m'as parlé des fautes d'orthographe et du coup, ça m'a fait un petit tilt, ça n'a pas trop de rapport, mais est-ce que les recruteurs vont jusqu'à checker nos réseaux sociaux ? Certains, oui. Oui. C'est pas... Moi, je trouve que c'est pas OK. Ouais, parce qu'il y a la vie quand même privée et la vie... Bien sûr. Ouais. Donc, c'est deux choses qui sont totalement distinctes. Donc, je trouve que c'est... Le fait d'aller regarder les réseaux sociaux de quelqu'un, ça va forcément biaiser l'appréciation qu'on va avoir, alors que les réseaux sociaux peuvent montrer une partie de nous qui n'ont pas de lien avec l'entreprise et qui ne devraient pas impacter en fait la perception qu'on a de nous dans le monde professionnel. Ouais, c'est clair. Donc ça, je trouve que c'est pas top, mais ça arrive. Et donc c'est la raison pour laquelle je recommande toujours de soit garder ces réseaux sociaux privés ou alors de soigner, faire attention à ce qu'on publie, quoi. Surtout qu'aujourd'hui sur TikTok, je vois beaucoup de gens dire des choses un peu fâcheuses sur leur entreprise, leur employeur, etc. J'ai vu ça aussi. Ça peut être retourné contre vous. Il y a des employeurs qui peuvent vous virer pour ça. Est-ce qu'ils auront le droit légalement ? Peut-être pas, mais en attendant, vous aurez perdu votre emploi. Donc, évitez de dire certaines choses sur les réseaux sociaux, évitez de vous mettre dans certaines positions et de les afficher sur les réseaux sociaux parce que vous n'avez pas envie de perdre un travail, qui plus est un travail que vous aimez, simplement parce que vous avez fait une gourde dans le cadre personnel et qui finalement vous impacte sur le plan pro. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'en plus... Toi, c'est de quelle école, toi ? Hein ? Toi, qu'est-ce que tu penses de ça ? Tu penses qu'il devrait avoir le droit ou pas de regarder les réseaux sociaux ? Non, je pense pas. Après, j'imagine qu'il y a un petit côté curiosité, voilà. Mais effectivement, je trouve que dans tous les cas, ça va influer bien sûr. La décision. Et puis pas ouf, mais j'en avais déjà entendu. Enfin, moi, je me rappelle quand je cherchais des stages à l'époque, on m'avait dit attention, mets-toi bien en privé, ton Instagram en privé, parce qu'il y a des recruteurs qui peuvent regarder ton Insta. Et puis moi, j'avais clairement pas envie que un recruteur regarde mon Instagram. Enfin, de toute façon, bien sûr. Il y avait rien de fou, mais quand bien même, tu vois, c'est en fait, de la c'est curiosité. Ta vie perso, quoi. T'as pas envie... c'est la vie perso. Mais bien sûr. Mais et puis après, comme tu dis, ça impacte après la perception, donc. C'est chiant parce qu'on sort en fait du cadre de on te prend parce qu'on a... Bah oui. Tu vois, on est biaisé alors que l'appréciation devrait juste s'arrêter à est-ce que la personne va pouvoir faire le job ? Oui, non. Est-ce que j'ai connecté avec elle ? Est-ce que c'est quelqu'un qui va s'intégrer dans l'équipe, etc. Oui, non. Mais pas aller sur... Ah oui, mais clairement. Mais qui n'a aucun lien en fait. Mais oui, c'est ça. Et puis du coup, vu que tu as parlé des fautes d'orthographe, tu vois, je pensais à publication Insta avec, je sais pas, une petite faute d'orthographe ou quoi. C'est pour ça que ça m'a fait le tilt. Bah, je pense qu'ils vont pas non plus aller au point de juger les fautes d'orthographe sur des posts perso. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que... Parce qu'on en voit quand même sur TikTok et tout. Non, mais c'est une catastrophe. Hein. Pas mal de fautes d'orthographe et pour ça aussi. C'est une catastrophe. Moi, ce que je vois là sur TikTok, ça me fait vraiment peur. Hein. Enfin, je me dis, si les gens sont capables de publier des posts avec autant de fautes, et parfois c'est une phrase, hein. C'est 2 lignes, et la personne trouve le moyen de mettre 3-4 fautes. Tu te dis, mais en fait, un CV, bien sûr, vous n'allez pas avoir de retour, en fait. Ouais. Enfin, personne n'a envie de recruter quelqu'un qui, en fait, va envoyer des mails à des clients avec plein de fautes, tu vois, ne va même pas prendre le temps de se relire, parce que là, à ce niveau-là, c'est que tu te relis pas non plus. Et je suis sûre qu'il y en a plein qui doivent écouter et qui doivent se dire non mais c'est la base de pas faire de fautes, mais je pense que c'est beaucoup plus commun que ce que vous pouvez le penser. Bien sûr. Il y en a beaucoup qui font. Alors moi aussi, des fois je fais des fautes d'orthographe, de par relecture et tout, mais bon, il faut quand même, surtout sur les candidatures,
C'est important. Important. Je voulais juste parler, donc les soft skills, c'est super important. Vraiment, merci beaucoup parce que c'est toujours cool d'avoir ça. Juste, j'ai une petite question sur l'entretien d'embauche parce qu'il y a une petite question qui nous piège, qui peuvent piéger certaines personnes. C'est, par exemple, pourquoi vous quittez votre ancien emploi? Ça, Ouais. c'est la question Non, tu trouves clairement pas que piège. c'est une question piège? Ah non, clairement, c'est une question piège. Tu vois, c'est dur de répondre. C'est une question piège. C'est une question piège et dans tous les sens du terme. Ouais. C'est une question piège, en fait, pour savoir si vous êtes motivé pour le poste. Ben C'est une oui. question piège pour savoir si vous parlez mal de votre employeur. Bah oui. C'est une question piège pour savoir pourquoi vous voulez quitter. Mhm. Est-ce que... Enfin, tu vois, quelles sont les raisons, en fait, etc. Et donc, potentiellement, vous jugez votre... Mhm. la pertinence de votre candidature pour le poste vis-à-vis de pourquoi vous quittez Ouais. votre poste. Donc voilà, clairement, faites attention à cette question parce elle peut soit vous ouvrir la porte vers le recrutement, soit vous la fermer. Ouais, il faut bien la préparer parce qu'elle est posée quand même fréquemment hein, Ouais, quand tu es déjà mais en poste et mais que... bien sûr. Enfin, Ouais. et ce qui, en soi, c'est une question piège, mais je trouve qu'elle est totalement légitime en Aussi, réalité. on peut En réalité, comprendre aussi mais bien pourquoi sûr. on pose la Mais question. bien Tout sûr. à fait. Donc, comment est-ce qu'on y répond? Ouais. Première chose qui est importante, c'est de revenir donc sur son expérience actuelle, mais de manière extrêmement positive. Donc voilà, aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis sur ce poste-là où j'ai eu l'opportunité de mettre en œuvre des campagnes, de travailler avec des collaborateurs divers, mais également des partenaires dans le monde entier. Ouais. Et donc, voilà, d'avoir une couverture, on va dire, régionale du poste et surtout d'évoluer au sein d'une équipe où j'ai pu être challengée, où j'ai pu monter en compétences rapidement. Et après, il y a 2 choses. Soit vous allez dire que en fait, vous n'étiez pas forcément en recherche d'emploi, mais que vous êtes tombé sur cette offre et elle vous a particulièrement donné Ouais. envie pour telle raison. Et là, c'est excellent parce que c'est un bon moyen de dire, en fait, moi, je suis pas dans le besoin. Ouais, je suis pas en recherche, je suis très bien là où Voilà, je suis. exactement. Mais Et là, on a le pouvoir parce qu'on montre vraiment qu'on n'est clairement pas désespéré de trouver un Ouais. travail et que voilà, si ça se fait, c'est bien parce qu'on a très envie de rejoindre leurs équipes pour telle raison. Mais que si ça ne se fait pas, on est très bien là où on est et on a l'ascendant puisqu'on aura plus de pouvoir de négociation. Ouais, c'est vrai. Mais deuxième option, c'est plutôt de dire voilà, aujourd'hui, voici ce qui me manque dans mon travail. Par rapport effectivement à mes ambitions professionnelles, ça peut être qu'aujourd'hui, je sens que j'arrive, moi j'aimerais évoluer vers des postes comme celui-ci et je vois que ce n'est pas possible au sein de mon entreprise parce qu'il faudrait que la place se libère, etc. Et voilà, l'opportunité ne va pas se présenter tout de suite. Donc lorsque j'ai vu ce poste-là, j'ai vu qu'il s'alignait parfaitement non seulement avec mes ambitions professionnelles, mais en plus de ça, vous êtes une boîte que j'aimerais rejoindre pour telle raison. Et là, c'est un excellent moyen aussi de dire, voilà, je quitte pour des raisons qui, voilà, sont totalement neutres. Hein. C'est totalement légitime de partir parce qu'on voit qu'on veut évoluer vers quelque chose tout à et fait. la porte n'est pas ouverte. C'est totalement légitime. Ça peut être... Voilà, donc cet exemple, il est très bien. Je vais pas embrouiller les gens avec d'autres exemples. Non, mais c'est déjà tu 2 vois. très bons exemples. Hein. Exactement. Ouais. Et ensuite, surtout, et ça c'est important, comme je l'ai dit, c'est de terminer par, OK, aujourd'hui, ce qui m'intéresse chez vous, c'est avant tout ça. Et donc, pour montrer qu'en fait, au-delà de l'intérêt pour le poste, on se projette dans la boîte parce que la personne, si on a fait 1 an ou 6 mois, pire encore, dans le précédent poste et qu'on veut déjà partir, le recruteur, il a besoin d'être rassuré et de savoir en fait que la raison pour laquelle vous changez de travail ne sera pas la même raison qui va vous conduire à vouloir quitter son entreprise 6 mois après. Parce qu'il n'a pas envie de vous recruter pour que vous fassiez 6 mois dans sa boîte ou simplement 1 an. Il y a ça aussi à prendre en compte, tout à fait. C'est ultra important. Donc, faites bien attention aux arguments que vous avancez. Donc, prenez bien la peine. Par exemple, ça peut être de dire aussi, il y a des aspects du poste que vous voulez, des compétences que vous voulez développer, mais que vous n'avez pas dans votre poste actuel. Et que voilà, c'est ce que vous venez chercher. Donc, ça montre aussi, voilà, une projection long terme, montrer que vous êtes aligné avec l'entreprise, etc. Ce sont les meilleurs moyens vraiment de rassurer et de montrer que vous quittez pour les bonnes raisons et que vous n'allez certainement pas les lâcher dans 3, 6, 1 an, quoi. Ouais. Hyper intéressant. Une autre question un peu piège que j'ai notée, êtes-vous dans d'autres processus de recrutement? Alors... Est-ce qu'on est honnête ou pas? Pareil, il y a 2 écoles. Ouais. Moi, je dirais... C'est dur, hein. En vrai, il y a tellement de questions comme ça, genre t'es là... Mais à préparer, c'est des questions qu'il faut... Enfin, voilà, auxquelles il faut être prêt, quoi. Moi, je pense que c'est bien d'être dans d'autres processus de recrutement. Ça veut dire que votre candidature, votre profil, il est donc demandé. ça peut quand même être valorisé. Bah oui, en fait... J'aime bien le fait que, en fait, ce rapport de force entre le recruteur
et le candidat se rééquilibre. Ouais. Et c'est vrai que lorsqu'on n'a pas d'autres candidatures, c'est pas mauvais parce qu'en soi, ça peut être qu'on vient de commencer à candidater et on n'a pas d'autre chose. Oui, voilà. Voilà, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer, etc. Tout à fait. Exactement. Mais en réalité, c'est toujours bien d'avoir d'autres processus de recrutement puisque finalement, ça permet de montrer que, voilà quoi, peut-être à la fin, je vais devoir choisir entre votre offre et une autre offre. Et donc, le recruteur, il a un petit peu la pression, surtout s'il vous trouve particulièrement pertinent pour le poste. Mais, dans tous les cas de figure, donc, qu'on ait une offre ou pas, c'est extrêmement important. Qu'on ait d'autres processus de recrutement ou pas, c'est important de montrer au recruteur que même si vous avez d'autres possibilités, il reste votre priorité. Parce que c'est aussi comme ça que vous allez le rassurer. Oui. Toujours rassurer le recruteur, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête parce que en fait, il est aussi là pour savoir que derrière, si vous faites une offre, vous n'allez pas choisir la concurrence. Et donc, le piège dans ça, c'est d'éviter de dire « Oui, j'ai d'autres process de recrutement avec des boîtes qui n'ont rien à voir ou qui sont aux antipodes même des valeurs de cette boîte-là. » Parce qu'on va se dire, en fait, elle nous dit qu'elle cherche ce poste-là, qu'elle se projette chez nous pour telle raison. Mais en fait, elle nous parle d'une boîte qui n'a absolument rien à voir. Et là, vous vous décrédibilisez totalement. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a deux écoles. Soit vous dites effectivement que vous en avez d'autres, soit vous dites que vous n'en avez pas parce que vous n'en avez pas et c'est totalement OK. Ouais. Le tout, c'est d'être cohérent, c'est sûr. Le tout, c'est d'être cohérent. Et avec beaucoup de gens manquent etc. de cohérence. Ouais, c'est ça. En fait, ils vont dire des choses en intro, puis ils vont dire l'inverse 15 ça. minutes après, etc. etc. Et c'est ça qui décrédibilise, en fait, aussi. Mais bien sûr. Moi, j'ai fait passer, je sais pas moi, 200 entretiens à des gens, un petit peu plus, vraiment coacher des gens pour les aider à passer leurs entretiens. Et en fait, il y en a beaucoup. Ça. Je remarquais systématiquement. Ouais. En fait, les gens ne s'entendent pas parler et du coup, ils vont dire des choses et ils vont oublier qu'en fait, qu'ils ont une feuille de route à suivre qui est donc la fiche de poste et à laquelle ils doivent rester fidèles. Ouais. Et c'est comme ça qu'on fait des hors-pistes et... Ciao. Ciao. Clairement, à la seconde où vous sortez de l'entretien, on vous dit on vous recontactera et en fait on vous recontactera jamais. Non jamais. Mais ça peut se comprendre aussi, mais du coup à bien préparer quoi. Mais bien sûr. Une autre question, alors je sais pas si elle est vraiment piège, mais je pense qu'il faut être aussi intelligent. C'est quand on est en poste, donc voilà, je suis quelqu'un en poste, je recrute et là on me demande, je veux aller quelque part d'autre et là on me demande quel est votre salaire actuel. Je le donne le vrai salaire actuel ou je donne celui que j'aimerais bien avoir dans cette entreprise? Je donne jamais le salaire actuel. Mais ça, jamais en fait. Parce qu'il y en a qui demandent en fait. Quel est votre salaire actuel Votre salaire actuel, alors moi j'ai une technique, c'est de clairement pas bien évidemment donner son salaire actuel, mais surtout qu'il faut donner une fourchette. Déjà parce que donner un chiffre exact, c'est la pire erreur qu'on puisse faire parce qu'on va s'enfermer à un palier. Et oui, sauf c'est ça, mais de ouf. C'est catastrophique. Donc, donner une fourchette, donc qui peut aller jusqu'à 10 000, 15 000 euros en fonction aussi des niveaux de grandeur. Voilà, c'est un poste... C'est pas choquant si on postule sur des postes autour de 60 000 euros, de 60 à 75 000. Oui. Tu vois. Là où c'est plus difficile de dire 20 à 40 000. 40, oui, là il y a un énorme gap, ça se ressent. Quoi. Exactement. Tout à fait. Mais toujours est-il que voilà, c'est pour dire que donner une fourchette entre 10, je vais dire, à 15 000 euros. Moi, j'aime bien. Ou ça peut être plus, en fonction des postes, encore une fois. On donne cette fourchette. En plus de cela, c'est important de dire que cette fourchette-là se base sur son niveau d'expérience et sur les salaires du marché. Pourquoi ? Donc, parce qu'en fait, tout simplement, vous n'allez pas quitter votre travail pour gagner exactement la même chose. Ça n'a aucun sens. Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne qui fait ça. Il y a des gens qui font ça. Sauf si vraiment tu recherches quelque chose absolument, mais un cas extrême, quoi. Exactement. Mais du coup, là, encore une fois, vous perdez le pouvoir de négociation parce que le recruteur se dit ah bah si, en fait, elle est prête à partir pour le même salaire, voire même un petit peu moins, c'est qu'en fait, elle est désespérée de partir. Donc, voilà. Et en plus de ça, donc une fois qu'on a annoncé la fourchette, etc., qu'on veut, ça peut être de dire, voilà, on reste ouvert à la négociation en fonction aussi des packages que vous avez prévus, etc. Ou tout simplement ne rien dire et laisser parler. Moi, j'aime bien ne rien dire et laisser parler. Donc, concrètement, ça donnerait, voilà, mes prétentions salariales se situent entre 50 000 et 65 000 euros, compte tenu de mon niveau d'expérience et des salaires du marché. Cependant, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, ça s'aligne bien avec ce que vous avez prévu pour ce poste-là ? Ok, parfait.
Et donc, c'est un bon moyen de renvoyer la balle et de dire au recruteur, faut renvoyer la maintenant, balle. je me tais. Dites-moi, est-ce que vous avez prévu ça? Certains vont vous dire oui, ça s'aligne. D'autres vont vous dire, généralement, ils vont vous dire oui ou non, en fait, tout simplement, parce qu'ils sauront, en fait. On peut aussi demander automatiquement, mais très peu de recruteurs vont vous dire, nous, on a prévu. Il y en a qui vont le faire, mais certains ne sont pas transparents. Donc, renvoyer la balle sans avoir donné ses prétentions, ça garantit pas toujours d'avoir la réponse. Ils aiment bien savoir, parce que si c'est un moyen de voir si vous êtes préparé. Si tu connais pas ta valeur sur le marché, honnêtement, c'est problématique. Hein. Il faut. C'est bien vrai. sûr. C'est vrai. Non, je trouve que c'est un red flag. Quand je coach des gens et qu'en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils valent, je me dis, mais c'est extrêmement dangereux. Ça veut dire que même toi, quand tu vas négocier une augmentation en interne dans ta boîte, tu te bases sur quoi? Tu sais pas, en fait. Tu sais pas, en fait, si tu es au niveau des salaires de marché ou si, en fait, tu négocies un truc, mais tu étais déjà arrivé avec un salaire plus bas que le niveau de marché et que finalement, en fait, même ce que tu vas demander, même si on te propose 10 000 balles en plus, bah, tu es toujours en dessous des salaires du marché. T'as des fois où on te donne de la meilleure augmentation, pas parce que t'as été le plus performant, hein, juste parce que t'étais déjà le sous-payé de très bas. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et ça arrive, hein. Moi, c'est arrivé à quelqu'un que je connais et trop contente. Mais en fait, quand elle a fait son analyse de marché, elle s'est rendue compte qu'elle était juste remise, remise au niveau. Et encore, niveau, elle était encore légèrement un peu en dessous. Donc, il faut faire gaffe. Super, on va passer à un petit one-one que j'ai préparé. Donc, je te pose une question, tu peux répondre rapidement dans l'idée, mais si tu veux développer, bien évidemment, tu peux. Le réseau, c'est 80% d'un recrutement. Vrai. Si tu postules à 50 offres, tu finiras bien par avoir une réponse. En fait, je vais quand même nuancer parce que ça dépend tellement des cas de figure, mais ça peut faire... Ça peut faire 80% d'un... Mais pas dans la... pas dans tous les cas. Pas dans tous les cas, parce qu'il y a des métiers sur lesquels, on cherche des gens, on va recruter, donc c'est pas obligatoire. Par contre, vous pouvez, en construisant un bon réseau, trouver 80% de vos jobs. Et ça, c'est une bonne tactique, ça. Donc, construisez votre réseau. Ok, c'est important quand même. Hyper important. C'est-à-dire que c'est possible de trouver un job sans avoir de réseau, mais il vaut mieux en avoir un pour avoir accès à des opportunités, comme je dis, qui ne sont pas publiées. Très bien. Et puis avoir son CV qui est passé sans devoir passer par la case recrutement, candidature via le site de l'entreprise. Non, mais hyper intéressant. Et le réseau se fait dès le début, dès les études. Hein. Dès les études. Commencez... tous vos camarades de classe, là, c'est votre réseau. Donc, entretenez bien évidemment ce réseau. C'est difficile d'avoir pas parlé à quelqu'un depuis 5-10 ans et de revenir coucou, est-ce que tu peux m'aider? On était ensemble en cours d'économie. Mais bien sûr, elle va vous dire, j'ai pas envie de t'aider. C'est clair. Mais voilà, donc entretenez ce réseau. Vrai ou faux, si tu postules à 50 offres, tu finiras bien par avoir une réponse. Ça dépend comment. Donc, faux. Tu peux clairement postuler à 50, 100, 200, comme on disait avant, à 200 offres et avoir 0 retour. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ce qui compte, c'est vraiment la qualité des candidatures. Ça va bien avec ce que tu disais avant, en fait. Vrai ou faux, ou mythe plutôt, ou réalité, ton CV doit tenir en une page? Vrai. Carrément vrai. Ça, la lettre de motivation, ça sert à rien. C'est... En fait... Ou ça sert plus à rien. C'est important d'en avoir une. Est-ce qu'elle sera lue? Pas toujours. Mais c'est vraiment la base. En fait, pour moi, c'est un indicateur aussi. On te demande une lettre de motivation, tu n'en transmets pas. Ça veut dire que tu n'as pas lu les instructions. Voilà, t'as pas lu ou en fait, tu t'en fous des instructions qu'on te donne. Et ça, c'est un très mauvais signal. Ça veut dire que tu respectes pas les règles. Et donc, ça pourrait potentiellement le faire aussi dans tes missions après. Exactement. Donc, moi, je trouve que vous êtes le reflet de votre manière de candidater. Donc, s'il y a des fautes, on se dit que vous n'êtes pas rigoureux. Enfin, tu vois, si on vous donne des instructions, vous ne les suivez pas, vous êtes un peu du genre à être un peu rebelle, etc. Donc, donnez pas une image que vous n'avez pas envie de donner. Ouais, ça, c'est un bon tip, Exactement. En vrai. Pensez, tu vois, plutôt image que j'ai envie de donner plutôt que d'être dans le processus à suivre les conditions. Se poser du recul en mode, mais est-ce que je serais perçue comme j'ai envie d'être perçue? C'est... Carrément. Mais il passait pas 30 ans pour vos lettres de motivation. Donc, utilisez, si vous voulez, l'IA, etc., histoire de drafter un truc, humanisez quand même. Donc, bien parler de vos expériences, etc. Racontez votre histoire, mais mettez-en toujours. Il faut forcément avoir 100% des compétences pour postuler à un poste. Donc, des compétences Absolument requises. Pas. Non, faux. Les recruteurs lisent tout ton CV. Oui.
Une fois qu'il a passé Une fois, c'est-à-dire que les recruteurs, ils prennent 40 secondes en moyenne. Hein. Après, il y en a qui vont prendre 15 secondes, 30 secondes. C'est vraiment une moyenne, d'autres un peu plus, pour voir s'ils vont plus loin dans la lecture. Donc, à vous de capter l'attention dès le départ. Et à ce moment-là, oui, ils peuvent lire tout le CV. Mais pour certains, en fait, dès les premières secondes, ils passent à autre chose. Donc... Faut-il envoyer un mail de remerciement après les entretiens qu'on passe ? Carrément. Ouais, ça apporte vraiment une plus-value. Clairement. Okay. C'est clairement bien. Ça permet de venir réaffirmer sa motivation. C'est aussi un bon levier pour venir, si on n'a pas apporté des éléments de réponse qu'on aurait dû, venir compléter sa réponse, dire voilà, par rapport à ce point-là, je voulais quand même clarifier cet aspect-là, etc., etc. Venir aussi rassurer si on sent que voilà, c'est important pour eux le niveau en anglais et que finalement, on ne s'est pas montré hyper bon. Et qu'on pense, qu'on est convaincu qu'on n'est pas si bon en anglais, montrer que finalement, voilà, c'était pas top, mais j'ai la volonté de me former, etc. Et si c'est quelque chose qui est important pour vous, je suis prête à m'investir de manière à être au niveau, quoi. Ouais. Donc, très bon moyen de follow-up, de venir réitérer sa motivation et de venir apporter des éléments complémentaires. Non, mais c'est bon à savoir. Et enfin, j'ai une dernière petite question parce que tout à l'heure, tu parlais d'adaptabilité, on parlait des soft skills et je pense notamment aux étudiants qui viennent de devenir étudiants ou ceux qui le sont déjà et qui recherchent des stages ou autres. Est-ce qu'une expérience à l'étranger, type stage à l'étranger, peut être valorisée, notamment dans les soft skills ? Carrément. Ouais. Ouais. Tu recommandes parce que souvent, en fait, quand on est en études sup, on doit faire son choix de stage et tout. Donc, c'est important de penser finalement aussi à ce qu'on va pouvoir mettre sur son CV plus tard. Oui, donc, stage à l'étranger, il y a beaucoup d'écoles en plus maintenant ou de formation, même universitaire, qui l'obligent en fait. Qui l'obligent même. Qui le rendent obligatoire. Carrément. Et franchement, faites-le. Que ce soit des séjours à l'étranger, que ce soit d'aller faire un stage à l'étranger, franchement, n'hésitez jamais à le faire. Même pas très loin en soi, hein, c'est pas obligé d'être... Sans aller très loin, bien sûr. Sachez aussi pourquoi vous y allez, parce que souvent les recruteurs vont vous demander, mais pourquoi vous êtes allé en Allemagne plutôt que les États-Unis, plutôt que la Chine. Donc, il faut aussi que vous ayez un vrai projet derrière. Ça peut être apprendre la langue, ça peut être découvrir une nouvelle culture, ça peut être aller dans un pays qui, je dis n'importe quoi, le pays de la salsa, par exemple. Ouais, tout à fait. Non, parce que vous êtes passionné de salsa et qu'en plus, ils offraient une bonne qualité académique, bien évidemment, parce que vous n'allez pas dire que vous êtes allé à l'étranger juste pour aller danser ou quoi. Mais voilà, montrez que vous avez un projet. Les gens s'attachent au projet que vous portez. On s'en fout de où vous êtes allé, ce que vous avez fait, etc. Ce qui est important, ce sont les valeurs que vous portez et comment vous arrivez à connecter avec les personnes en face de vous, en fait, tout simplement. Donc, aller à l'étranger, en plus, c'est un bon moyen d'avoir une deuxième, une troisième langue. Et aujourd'hui, c'est le minimum de parler anglais. En fait, si vous parlez d'autres langues, vous avez un plus, alors que si vous parlez qu'anglais, c'est bien, mais vous êtes comme tout le monde, en fait. C'est vrai. Ouais, facile de se former en anglais. Et je crois qu'il y a même des bourses, même si vous voulez partir à l'étranger, pour les étudiants qui ont peut-être moins de moyens. Il ne faut pas avoir trop peur parce qu'il y a des bourses Erasmus, même en fonction de la région où vous êtes. Il faut juste se renseigner. Et ça peut être assez accessible quand même. Même pour le logement, vous pouvez trouver des logements universitaires qui ne sont pas très chers. Carrément. Ça peut être... Ouais. Moi, je suis partie en Colombie comme ça, je me rappelle, et j'ai eu la bourse, je crois qu'elle s'appelait Blériot. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des bourses comme ça, spécifiques. 4 000 €, c'était énorme. En plus, c'était un pays qui n'était pas cher. Donc d'ailleurs, petite anecdote, c'est que moi, j'ai fait mon échange en Colombie. Ouais. Donc, il faut savoir que comment je pense la Colombie, je me dis, ok, déjà, tout le monde parle espagnol, tout le monde parle anglais, pardon, et j'avais pas envie... de m'arrêter à l'anglais. J'avais envie de cultiver une 4e langue, parce que j'ai d'autres langues que je parle, une 5e langue même. Ouais, parce que je parle plusieurs langues. Mais bref, j'avais pas envie de m'arrêter à l'anglais, les langues comme langue internationale. J'avais envie d'aller creuser plus. J'avais envie d'aller dans un pays où, ça allait être un pays que je ne connaissais pas, vraiment loin aussi du monde occidental tel qu'on le connaît, etc. Nouvelle culture, dépaysement. Total dépaysement, c'est ce que je recherchais. Et puis voilà, un pays où il allait faire quand même chaud, etc. Donc, la Colombie. En plus, j'avais des copains qui l'avaient fait et qui m'en avaient parlé, qui m'en avaient hyper bien parlé. Donc, je fais le choix de la Colombie. Et en fait, il s'avère que je découvre qu'il y a ces bourses-là qui existent, et notamment la bourse Blériot qui m'a permis en fait d'avoir 4 000 €. Donc, ce qui était énorme, sachant que mon loyer me coûtait 200 ou 250 € grand max.
Donc, je te laisse imaginer les économies que j'ai faites, parce que du coup, l'argent de poche que j'avais, ça m'a permis de... Même sur place, pour manger, j'imagine que c'était aussi... Ça coûtait rien du tout. Donc, j'ai pu beaucoup plus voyager, j'ai pu faire beaucoup plus de choses, sortir... Vivez votre expérience universitaire à 2000%. Vous n'allez plus jamais avoir ce genre de moment-là où vous allez à l'étranger sans avoir de travail, de pression. Charge mentale. Vous êtes libre un peu. Vous êtes libre. Donc, profitez-en pour faire des rencontres. Profitez-en pour aller dans des endroits que vous n'aurez peut-être pas explorés de manière générale. Et en plus, ce qui était fou, c'est qu'après en entretien, tout le monde me demandait pourquoi j'étais allée en Colombie. Donc, j'avais une belle histoire à raconter que voilà, j'avais envie, comme je disais, d'aller au-delà de l'anglais. Je suis rentrée, j'étais quasiment bilingue espagnol. J'ai pu parler des personnes que j'ai rencontrées, de la vision que ça m'a donnée aussi de l'Amérique latine, parce que l'Amérique latine, il faut savoir que on a un peu... On ne connaît pas l'histoire. Enfin, aujourd'hui, les Américains latinos, ils ont une histoire qui est plus ancienne que celle qu'on ne connaît pas de manière générale. Même et donc, venir parler de ça, du fait qu'il y avait des indigènes sur place qui étaient invisibilisés, qu'il y avait des communautés descendants d'esclaves, etc., que j'avais pu découvrir. En fait, le fait de montrer que au-delà de l'échange et voilà, des cours que j'ai suivis sur place, je me suis ouverte d'un point de vue culture, d'un point de vue... humain aussi, en voyant une autre façon de faire, une autre façon de vivre, une autre façon de penser. Et en plus de ça, je reviens avec des compétences qui sont aussi valorisables dans le monde professionnel. En fait, tout de suite, tu sors du lot. Donc, n'hésitez pas aussi à choisir des expériences dans des pays qui sortent un peu de l'ordinaire. Je suis très contente de m'être allée aux États-Unis, au UK, au Canada, parce que initialement, c'est ce vers quoi mes parents me et puis poussaient, c'est là où il y a beaucoup d'étudiants qui vont aussi. Et bien sûr, ils m'ont dit, mais pourquoi tu y vas, etc. Et ne vous arrêtez pas au nom de vos parents, parce que moi, mes parents, au début, ils étaient en mode hors de question que tu ailles là-bas. Et je leur ai dit... No choice. J'ai clairement tout fait pour les convaincre. Donc, écoutez aussi votre instinct. Et en fait, n'ayez pas peur, quoi. J'ai des amis qui sont allés au Kazakhstan. Enfin, tu vois. Non, mais c'est clair. Est-ce que tu sais même situer le Kazakhstan sur non, une clairement carte, tu pas. vois. Non, mais de et ouf, au final, ils sortent de là. Bien sûr, le recruteur, il voit que tu as fait le Kazakhstan. Il est trop content parce que ça te fait sortir en fait du lot. Un vrai truc, tout de suite, il a envie d'en savoir plus, de connaître encore une fois ce qui t'a motivé. C'est clair. Et là, tu sors en fait du cadre de l'entretien classico-classique pour entrer dans quelque chose de plus humain, de plus conversationnel. Et là, tu connectes plus facilement avec la personne. Ouais, trop bien. Donc voilà. Parfait. Histoire. Merci beaucoup pour cette petite histoire qui est super enrichissante. Enfin, je trouve que ça apporte un bon témoignage, en vrai. Vous pouvez rejoindre Marie-Christine sur ses réseaux sociaux. Donc, tu es active sur quels réseaux sociaux ? Principalement sur TikTok et sur Insta. TikTok, Insta, sur le même nom, la Jobsetteuse ? Sur le même nom, la Jobsetteuse. Et plus récemment, là, je me suis lancée sur YouTube. Je suis encore aux prémices. Des vidéos YouTube ou shorts je reposte mes shorts. Mais vraiment, là, l'idée, c'est aussi comme toi d'avoir mon podcast. Génial. Que j'ai commencé là. Donc voilà, j'ai une plus petite communauté, je publie moins régulièrement. Oui, mais quand même. Et ton podcast est déjà sorti ou pas encore alors ? Si, j'ai sorti 3 épisodes. 3 épisodes. Mais voilà, on est encore au démarrage. Non, mais c'est bien. Et on peut le retrouver sur quelle plateforme Sur podcast ? YouTube, du coup. Sur YouTube. Je suis uniquement sur YouTube. Sur YouTube pour le podcast, mais du coup sous le même nom, la Jobsetteuse. Donc toujours facile de te retrouver. Je l'aurai mis de façon en description du podcast, donc n'hésitez pas à aller voir. Et si vous êtes sur YouTube, pareil, n'hésitez pas à aller voir la description YouTube. Tout y sera. Et du coup, tu seras mentionné si tu as une chaîne YouTube comme ça. Les gens pourront encore plus cliquer directement dessus. Ça sera beaucoup plus simple. Et merci beaucoup. J'ai adoré ce moment. Hyper enrichissant. Cool. Et vraiment trop cool parce que sur D-Labs, on a énormément de bons plans. Formation gratuite. À chaque fois, j'ai 10 000 questions parce que moi, je les partage. Je trouve ça génial. Mais on a plein de questions, genre... Et je trouve que ça amène vraiment un bon truc sur toutes les formations gratuites que je partage, quoi. Donc, c'est vraiment trop bien. Trop bien. Bah, écoute, c'était un plaisir. Beaucoup. Les questions étaient hyper intéressantes. Donc, j'espère en tout cas avoir répondu au mieux. Oui. N'hésitez pas, si vous me découvrez via cette vidéo, à me contacter si vous avez d'autres questions. C'est toujours un plaisir. J'essaye toujours de prendre le temps de répondre. Et donc, voilà, n'hésitez pas. Ouais. Merci encore. Trop cool. Et puis, évidemment, ça, c'était qu'une partie de tout ce que tu proposes sur tes réseaux sociaux. On a balayé, on va dire, les sujets... des grands sujets, mais plus en détail sur ton compte et en vidéo. N'hésitez pas, il y a déjà plein de vidéos qui ont déjà été faites. En plus, c'est des courts formats, donc facile à regarder. Carrément. Et voilà.
que vous soyez étudiant, en recherche d'emploi, que vous soyez un peu plus avancé dans votre carrière aussi. Je partage pas mal d'astuces aussi sur comment se comporter dans le monde professionnel pour ça, c'est top aller aussi. décrocher les meilleures opportunités. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci.